1 900 millions d'euros, c'est ce que payent 180 000 personnes à l'État français tous les ans au titre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Salut! Dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il était impossible d'échapper à l'IFI. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment échapper à l'IFI. Le fisc ferme toutes les portes, nous, on passe par la fenêtre. Alors entre les réglementations et les exceptions, l'administration fiscale nous a concocté un petit labyrinthe. Mais heureusement, j'ai un plan pour trouver la sortie. Alors l'IFI, c'est quoi et pour qui exactement? Je vous l'ai bien détaillé dans ma dernière vidéo, mais globalement, c'est un impôt qui concerne les personnes dont le patrimoine immobilier net dépasse 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année. Donc, par patrimoine immobilier net, on parle de détention directe ou indirecte de absolument tout ce qui est existant et qui n'est pas physiquement déplaçable. Donc, ce patrimoine net est taxé à partir du seuil de 1,3 million d'euros et l'impôt annuel va de 0,5 à 1,5%. Un petit exemple pour mieux comprendre, imaginez Jean-Michel, il possède une maison à 750 000 euros et deux appartements en location pour une valeur de 300 000 euros chacun, soit un patrimoine immobilier de 1 350 000 euros. On fait le calcul suivant, patrimoine net taxable au 1er janvier, 1 350 000 euros, l'IFI brut 500 000 fois 0,5 plus 50 000 fois 0,7 égale 2500 plus 350. Ça nous fait un IFI de 2850 euros. Donc tous les ans, Jean-Michel devra payer presque 3 000 euros d'impôts sur son patrimoine immobilier, sans compter ses autres charges et taxes. Les exonérations et décotes spécifiques, le couteau suisse du contribuable. Alors, heureusement, il existe plusieurs façons de réduire légalement la valeur de votre patrimoine immobilier, et donc de votre IFI. Première bonne nouvelle, pour ceux qui seraient juste à la limite, sachez qu'il existe des mécanismes de décote pour les patrimoines compris entre 1,3 et 1,4 million d'euros. Une petite attention de Bercy, c'est le geste qui compte. Dans notre cas, Jean-Michel peut prétendre à la décote de petit patrimoine. Donc, si on reprend l'exemple de Jean-Michel, en formule de la décote applicable, le patrimoine net taxable au 1er janvier est toujours d'1 350 000 euros. 7 500 euros moins 1 350 000 fois 1,25% égale 625 euros. Alors, je vous avais dit, c'est le geste qui compte. Donc, le montant de l'IFI égale 2850 moins 625 égale 2225. Alors ici, on ne communique que 625, mais c'est toujours ça pris. Surtout que vous allez voir, au final, en additionnant les décotes exonération, on peut vraiment s'en sortir. Alors, deuxième bonne nouvelle, votre résidence principale bénéficie d'un abattement forfaitaire de 30% sur sa valeur. Donc, pour pouvoir en profiter, il faut que vous déteniez votre résidence principale en direct. Donc, si on reprend l'exemple de Jean-Michel, encore une fois, patrimoine net taxable, 2 appartements d'une valeur de 600 000 euros et une résidence principale d'une valeur de 750 000 euros, auquel on déduit 30%, donc sa valeur taxable pour le fisc n'est que de 525 000 euros. Donc, 600 000 plus 525 égale 1 125 000 euros. Jean-Michel passe donc sous la barre déclencheur des 1,3 million d'euros et n'est donc plus du tout redevable de l'IFI. Vous l'aurez compris, si votre résidence principale pèse beaucoup dans votre patrimoine immobilier, ces abattements peuvent vous permettre de passer sous les radars de l'IFI et donc vous sauver pas mal d'argent. On a d'autres décotes, donc pour les autres biens que vous détenez, vous pouvez appliquer des décotes qui varient de 5 à 40%. C'est à vous de le déterminer en fonction des caractéristiques propres de chaque bien. Attention, il faut être raisonnable avec ces décotes. Vous devez être en mesure de les justifier auprès du fisc. Alors, en location par exemple, le prix de vente d'un bien qui est déjà en location est généralement plus faible que son prix libre de toute occupation. En conséquence, vous pourrez appliquer une décote sur sa valeur vénale. Il faut que le logement soit loué à usage de résidence principale. Donc pas de saisonnier et pas de location à vos enfants non plus. Pour une location meublée, vous pouvez appliquer une décote de 10% et jusqu'à 20% s'il est en location nue. Et attention, jusqu'à 40% des décotes s'il est encore soumis à la loi Bail de 1948. Alors j'avoue que je ne connaissais pas, donc je suis allé regarder et disons que ça ne concerne pas grand monde. Il faut que le logement ait été construit avant 1948 dans une commune de plus de 10 000 habitants et que le locataire y habite depuis 1986, donc presque 40 ans. Donc à mon avis, une moyenne d'âge des locataires de 65-70 ans. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. L'indivision. Donc les biens détenus en indivision, donc à plusieurs, imposent plus de contraintes pour leur gestion ou pour leur cession et vous placent dans une sorte de situation précaire. Surtout qu'en théorie, une indivision peut être partagée à tout moment en justice. En conséquence, vous pourrez appliquer une décote sur la valeur vénale de votre quote-part de l'indivision, d'autant plus que les difficultés de gestion sont grandes. 5% pour l'indivision ne posant pas de problème, 10 à 20% pour l'indivision successorale conflictuelle. Donc une indivision à 5 n'a pas le même degré de complexité qu'une indivision à 2. Évitez d'aller au-delà de 20% pour ne pas attirer l'attention du fisc. En 2020, par exemple, la Cour de cassation a réduit de 20 à 5% la décote qui a été appliquée par quelqu'un qui détenait un bien l'indivision avec sa mère. C'est vrai qu'en théorie, dans ce cas, l'indivision ne présente pas de difficultés particulières et ne justifie donc pas d'une décote importante. SCI. Pour le fisc, votre bien en SCI vaut moins que le même bien en direct, car vos parts sont moins faciles à vendre. C'est le risque d'illiquidité. En conséquence, vous pourrez appliquer une décote allant jusqu'à 10% en fonction du nombre d'associés, de l'existence d'un lien familial, de clauses statutaires limitantes, etc. Vous pourrez même appliquer une décote supplémentaire de 10% si vous êtes associé minoritaire pour tenir compte de vos pouvoirs limités. Sur ce point-là, on voit que le fisc est plutôt généreux. On peut même cumuler certaines décotes, comme par exemple pour un bien en location nue dans une SCI dont vous êtes minoritaire. Mais attention aux abus, le fisc a vite fait de vous attaquer et ça peut coûter cher. Et je vous vois venir, si on achète nos biens via une SCI ou via une autre société,
Alors, vous ne pensez pas que le fisc se laisserait avoir si facilement, c'est écrit noir sur blanc, sont redevables de l'IFI les biens détenus indirectement, immeubles bâtis et immeubles non bâtis, les biens qui sont détenus via des parts ou actions de sociétés, d'OPC ou d'organismes. Donc, lorsque vous détenez des biens immobiliers par l'intermédiaire d'une société, SCI, SARL, SAS, etc., les biens immobiliers détenus par cette société sont intégrés dans votre base imposable à l'IFI, proportionnellement évidemment à votre participation. Je reprends l'exemple de la dernière vidéo. Si vous avez 40% d'une SCI qui possède un immeuble à 1 million, 400 000 € sont rajoutés à votre base imposable. Cette règle s'applique également aux sociétés en cascade, donc les holdings. Alors attention, il n'y a pas d'échappatoire. Et encore une fois, comme je vous l'avais précisé dans la dernière vidéo, les biens immobiliers professionnels qui sont nécessaires à votre activité, ils bénéficient d'une exonération totale. Donc si vous êtes dirigeant d'entreprise et que votre société possède des locaux que vous utilisez pour votre activité principale, ces biens peuvent être exonérés d'IFI. Donc il y a quelques conditions pour bénéficier de cette exonération. Les biens doivent être affectés à l'activité principale de l'entreprise. Vous devez exercer une fonction de direction dans l'entreprise. Cette fonction doit constituer votre activité principale et vous devez percevoir une rémunération normale représentant plus de 50% de vos revenus professionnels. Ensuite, on a les démembrements de propriété. Le démembrement, c'est la technique qui consiste à séparer la propriété d'un bien entre l'usufruit, le droit d'utiliser le bien, et la nue-propriété, donc le droit de disposer du bien. Alors, comment ça fonctionne pour l'IFI? Si le démembrement résulte d'une succession ou d'une donation, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur totale du bien. Si le démembrement résulte d'une acquisition, donc chacun est imposable sur la valeur de ses droits. Prenons un exemple d'acquisition démembrée. Donc la valeur d'un appartement de 500 000 €, les parents ont 65 ans et achètent l'usufruit. Donc sur le barème fiscal, ça correspond à 40%. Et les enfants achètent la nue propriété, donc sur le même barème, 60%. Pour les filles, les parents sont imposables sur 200 000 €, donc 40% de 500 000, et les enfants imposables sur 300 000 €, 60% de 500 000. Si chacun reste sous le seuil, pas d'IFI à payer. Et en donation, donc la donation temporaire d'usufruit est une stratégie qui est intéressante si vous avez beaucoup d'immobilier, que vous voulez le conserver, mais que vous n'avez pas besoin de revenus supplémentaires. Vous pouvez opter pour une donation temporaire d'usufruit. On vient de voir en quoi consiste le démembrement. Donc lors d'une donation temporaire d'usufruit, vous cédez pendant quelques années, généralement 5 ans, la jouissance du bien. Et donc le bénéficiaire touchera les loyers, mais sera redevable des charges usuelles du bien, donc l'eau, l'électricité, les taxes foncières, etc. Et vous, donc le donateur, gardez la propriété des murs. Donc, dans ce cas particulier, c'est bien à l'usufruitier de déclarer le bien pour sa valeur en pleine propriété. Donc, par exemple, vous êtes propriétaire de votre résidence principale pour une valeur après abattement d'1 million d'euros. Oui, c'est une belle villa en bord de mer et vous avez là en location un appartement à Paris d'une valeur de 500 000 €, dont vous êtes également propriétaire. Donc, l'IFI se calcule sur 1 500 000 €, soit 3 900 € par an. Si vous n'avez pas besoin des revenus de l'appartement et que vous souhaitez aider vos enfants, il vous suffit de leur faire une donation temporaire de l'usufruit de ce bien. Donc, c'est eux qui toucheront les loyers, mais aussi eux qui déclareront la valeur de l'appartement au fisc, soit 500 000 €. Mais s'ils ne sont pas déjà propriétaires, ils restent largement sous le seuil de l'IFI et de votre côté, l'appartement sort de votre patrimoine immobilier pour le fisc. Donc, vous sortez également du radar de l'IFI. Donc, dans la même idée, si vous n'avez pas de proche à qui vous faire la donation temporaire de l'usufruit, vous pouvez consentir la donation au bénéfice d'une association. Et dans ce cas-là, vous cumulez la réduction d'IFI, car le bien sort de votre patrimoine immobilier, et un avantage fiscal, car vous ne touchez plus les loyers. Donc, certes, il y a un manque à gagner, mais la fiscalité lourde des loyers ne vient pas se soustraire à vos autres revenus. On a aussi une exonération en loueur meublé professionnel, LMP. Donc, si vous avez principalement des revenus locatifs, vous êtes peut-être déjà sous le régime LMP, loueur en meublé professionnel. Alors, vos biens peuvent être considérés comme des biens professionnels et donc exonérés d'IFI. C'est un peu logique. Le fisc considère que l'immobilier, c'est votre business principal, et donc votre patrimoine immobilier vous est autant nécessaire que la boulangerie l'est pour Gérard, le boulanger. L'arme la plus puissante, le crédit. Et oui, depuis le début, je vous parle de patrimoine net, mais ça veut dire quoi exactement? Alors, dans le cadre de l'IFI, vous pouvez déduire de la valeur de vos biens immobiliers les dettes, donc les emprunts contractés pour les acquisitions, améliorations, construction ou entretien de votre bien. Cette réduction s'applique au capital et intérêts restant dus au 1er janvier de l'année imposable. Donc, un petit exemple chiffré simple, la situation sans crédit, patrimoine immobilier 1 800 000 €, le seuil d'IFI 1 300 000 €, donc base imposable 500 000 € dans la tranche à 0,5, 500 000 € dans la tranche à 0,7, IFI à payer 6 000 €. Et la même situation avec un crédit, donc patrimoine immobilier brut, du coup 1 800 000 €, un crédit restant dû de 700 000 €, donc ça nous donne un patrimoine net imposable de seulement 1 100 000 €. Donc le résultat est en dessous du seuil d'imposition, donc aucun IFI à payer, économie réalisée 6 000 €. Évidemment, le calcul se refait chaque année, au 1er janvier, donc de plus en plus de patrimoine net taxable se rajoute à votre IFI jusqu'à remboursement total du prêt. Le refinancement stratégique. Alors du coup, une stratégie beaucoup appliquée est le refinancement stratégique. Dès que votre taux d'endettement le permet, vous pouvez refinancer un nouveau bien ou des travaux avec un prêt immobilier afin de le déduire de votre patrimoine net. Par exemple, on prend un couple possédant un patrimoine immobilier de 2 500 000 €, sans dette, l'IFI estimé d'environ 8 400 €. La stratégie, refinancer à hauteur de 1 300 000 € pour acquérir un nouvel investissement. Donc le nouveau patrimoine est de 3 800 000 € avec une dette de 1 300 000 €.
Le patrimoine net est toujours de 2,5 millions. Donc l'IFI après financement, toujours 8,4 millions. Donc en résultat, le couple peut acquérir un bien supplémentaire de 1 300 000 € sans augmenter son IFI. Donc voilà, vous avez compris le but du jeu maintenant, c'est de jouer avec votre endettement pour limiter votre patrimoine net et donc votre imposition. Alors l'administration fiscale a prévu des garde-fous contre les abus. Déjà évidemment, les prêts familiaux ne sont pas déductibles de l'IFI, sauf si vous pouvez prouver que le prêt a été fait dans les mêmes conditions qu'un emprunt bancaire classique. Et pour ceux d'entre vous qui ont un patrimoine vraiment important, vous pensez peut-être au prêt in fine. Alors un crédit in fine, pour faire simple, c'est surtout destiné au gros patrimoine. Vous allez voir une banque, vous leur donnez un actif en caution, donc un immeuble par exemple, ou un CTO, et en échange, la banque vous prête environ 50% de la valeur de cet actif. Et l'avantage, c'est que vous ne paierez que les intérêts sur la durée du prêt et le capital, vous le remboursez qu'à la fin. Donc, par exemple, que vous apportez en caution à la banque votre immeuble de rapport à 10 millions d'euros. En échange, la banque vous prête 5 millions sur 10 ans que vous utilisez pour financer l'achat d'un autre bien immobilier. Ensuite, pendant 10 ans, vous remboursez les intérêts, donc disons 100 000 € par an. Et à la fin du prêt, vous devez rembourser le capital, donc les 5 millions. Et si par malheur, vous ne pouvez pas rembourser, la banque pourra se servir du bien en caution, donc l'immeuble à 10 millions, pour se rembourser. Donc à vous de bien gérer votre investissement pour le faire fructifier assez rapidement et rembourser le capital et les intérêts. Alors là, si vous suivez la logique d'un crédit classique, tant que vous ne remboursez pas le crédit in fine, la valeur nette de votre patrimoine immobilier est diminuée de ces crédits. Donc par exemple, un crédit in fine de 10 ans pour un bien à 5 millions, vous restez sous le seuil de l'IFI pendant 10 ans, économisant 50 000 € par an, soit 500 000 € en 10 ans. Eh bien non, vous le voyez venir, le fisc l'a vu venir aussi. Le montant du crédit in fine fera l'objet d'une sorte d'amortissement inversé. Donc en réalité, c'est simple, sur votre prêt à 5 millions sur 10 ans, on divise le montant par la durée, donc 5 millions par 10, soit 500 000, et on soustrait ces 500 000 tous les ans de la valeur du crédit. Et si vous contractez un prêt in fine sans date de remboursement, alors oui, ça existe, dans ce cas, le fisc considère que le prêt se rembourse sur 20 ans. Donc on refait le même calcul sur 20 ans. Le crédit immobilier représente ainsi un outil d'optimisation puissant face à l'IFI et permet non seulement de réduire votre base imposable, mais également d'augmenter votre capacité d'investissement sans alourdir votre fiscalité. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Il existe d'autres stratégies, mais qui sont un peu plus complexes. Donc je pense que pour cette vidéo, on est pas mal. Donc s'il vous reste encore quelques zones d'ombre sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et surtout partager à vos amis propriétaires qui se plaignent de leurs impôts. Allez, bon courage avec le fisc. Ciao.